merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on se retrouve pour la discussion autour d'un thé du mois où on va se parler de minimalisme numérique, de rapport aux réseaux sociaux, à l'information en ligne, à tous ces sujets-là si ça vous intéresse. Alors avant de commencer, ces émissions mensuelles commencent par une mise à jour d'artiste de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Là c'est un petit peu particulier puisque nous sommes en plein dans mon congé maternité et du coup je tourne ce contenu en avance. Donc il devrait sortir au mois de novembre, on est actuellement au mois de septembre pendant que je le tourne. Du coup je n'ai pas de mise à jour, on va dire, actuelle de ce mois-ci à partager avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est que je me suis donné l'intention pour la fin d'année de placer ma vie personnelle en priorité. C'est pour ça que j'ai tourné tous ces contenus à l'avance, pour que vous ayez quand même des contenus longs, de qualité, etc. Que vous ayez des choses pendant que je suis pas là. Mais que du coup, il y a assez peu de choses qui sont... on va dire contemporaine, entre guillemets, très exactement simultanée à ce que je suis en train de vivre, parce que là je dois être, au moment où vous écoutez ou vous regardez ce contenu, en plein cocon personnel et familial dont je pourrai vous parler quand je reviendrai en 2025. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez des nouvelles un petit peu plus simultanées justement, vous pouvez rejoindre le Discord de Café aux Étoiles. Je garantis pas ma présence sur les différents canaux parce que je sais pas du tout comment ça va se passer après la naissance et ma famille va prendre la priorité. Mais s'il y a un canal sur lequel je me présente assez facilement parce que j'ai l'application sur mon mobile et que je peux y passer 2 minutes comme ça, c'est bien Discord. Donc vous pouvez rejoindre le serveur de Café aux Étoiles qui est accessible gratuitement. Ou bien vous pouvez vous abonner à la lettre créative et sereine, puisque je vais essayer d'en envoyer quand même une par mois en octobre, novembre et décembre, même si elles seront probablement plus courtes que d'habitude. Je vais essayer de garder une certaine régularité. Donc si vous voulez des nouvelles plus récentes, vous pouvez vous abonner à la lettre. Et enfin, vous pouvez éventuellement rejoindre le compte Instagram de Café aux Étoiles. Parce que si pareil, s'il y a des petites stories que je peux faire rapidement avec mon téléphone ou des petits posts que je peux faire rapidement sur cette plateforme-là, c'est possible, sachant que nous allons en parler puisque c'est le sujet du jour. Instagram reste très secondaire, donc il y aura certainement plus de choses sur Discord par exemple, ou via la newsletter peut-être, que vraiment sur Instagram honnêtement. Hein. Et dernier endroit où il y aura probablement des contenus plus à jour aussi, c'est Patreon, puisque je vais tourner une capsule audio par mois et celle-ci je les ai pas tournées à l'avance parce que j'aimerais qu'elle soit un minimum simultanée, puis comme c'est que de l'audio, qu'il n'y a pas de vidéo, c'est un peu plus facile à tourner. Donc si vous avez l'envie et la possibilité de venir me soutenir financièrement sur Patreon, à partir du prix d'un café, non seulement ça soutient les contenus gratuits comme celui que vous êtes actuellement en train de consulter, ça me permet moi de payer ce que ça coûte de les produire pour vous et de les maintenir en ligne pour tout le monde. Et puis si ça vous intéresse, ça vous permet d'avoir accès à des coulisses supplémentaires, notamment ces capsules audio que je vais tourner en octobre, novembre et décembre. Voilà pour la mise à jour d'artiste. Maintenant, le sujet du jour, le minimalisme numérique, c'est pas un sujet nouveau sur cette plateforme, que ce soit en podcast ou sur YouTube. C'est un sujet que j'aborde très régulièrement depuis très longtemps. Je pense que j'en ai même parlé sur le blog La Nif en l'air à l'époque. J'en avais parlé aussi dans le podcast sur la simplicité urbaine qui s'appelle Simplicité, que j'ai tenu en 2018 et 2019. Je sais que j'ai dû en reparler en 2020 par là. J'en ai probablement reparlé en 2022 dans toute la série de podcasts que j'avais fait sur l'organisation sereine. Donc c'est vraiment un sujet récurrent. Mais je trouve que c'est intéressant d'y revenir régulièrement. Alors déjà parce que vous avez été plusieurs à me demander où j'en suis dans ma démarche de minimalisme numérique, comment j'aborde les choses aujourd'hui par rapport à la dernière fois que j'en ai parlé, etc. Donc je me suis dit que j'allais en faire le sujet de l'émission pour répondre à vos questions. Mais dans tous les cas, c'est intéressant d'y revenir régulièrement parce que les plateformes, elles changent et elles changent vite.
On va parler un petit peu d'Instagram. Instagram, depuis l'arrivée de TikTok, donc ces 4 dernières années, c'est une plateforme qui a énormément changé. Donc je trouve que c'est intéressant de revenir sur le sujet régulièrement. Donc du coup, j'ai réuni un petit peu les réflexions que je me suis faites moi-même. Je regarde des fois là parce qu'il y a mon ordinateur avec mes notes. Je me suis réuni les réflexions que je me suis faites avec moi-même ces derniers mois. J'ai aussi réuni les questions que vous m'avez posées et j'en ai fait une émission, enfin j'en ai fait un plan avec différents sujets en tant qu'utilisatrice pour commencer et en tant qu'artiste indépendante et créatrice de contenu dans un deuxième temps. La première chose dont je voulais vous parler sur ce sujet, c'est ma philosophie globale dans mon approche autour des outils numériques, donc ça, global, c'est-à-dire en tant qu'utilisatrice, en tant que créatrice, en tant qu'être humain dans ma vie personnelle, en tant que professionnelle, voilà, dans tous les domaines de ma vie, tous ces canaux, ces outils numériques, ces informations, ces choses comme ça, la philosophie globale que j'ai choisi d'adopter, c'est de ne laisser entrer dans ma vie que ce qui m'apporte davantage de bénéfices que de coûts. Et ça, c'est Cal Newport qui en parle dans son livre qui s'appelle, je crois que c'est dans Deep Work qu'il en parle, donc son tout premier bouquin qu'il avait écrit il y a une dizaine d'années. Donc à savoir que, là je parlais spécifiquement de tout ce qui est réseaux sociaux et par exemple sites d'infos en ligne et tout ça, c'est des choses qui sont gratuites. Aujourd'hui, Internet a rendu beaucoup de choses gratuites. Et la réflexion ou peut-être le réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire bah c'est gratuit, ça coûte rien de créer un compte, ça coûte rien d'aller voir le contenu, puisque de toute façon c'est gratuit et que par défaut on va venir créer un compte, on va venir utiliser le service parce que de toute façon c'est gratuit. Et donc moi ça c'est pas une approche qui me convient parce que c'est peut-être gratuit financièrement, mais c'est pas gratuit en termes de temps que ça prend de maintenir le compte, etc., en termes d'énergie, en termes de données qu'on donne du coup aux différentes plateformes, c'est pas gratuit en termes de santé mentale, que ce soit les news un peu alarmantes, etc., quand on est un petit peu sensible. Moi je sais qu'à chaque fois que je me retrouvais à lire les news, j'étais mal après, etc., j'étais dans un état de peur, d'anxiété, etc., ben ça c'est un coup. Ou tout ce que ça peut faire sur le cerveau, de chercher les likes, de chercher les commentaires, etc., le coût sur la santé mentale, ce n'est pas rien, donc ce n'est pas gratuit en fait. Et du coup, ma philosophie globale par rapport à tout ça, c'est de vraiment prendre du recul et me demander cet outil, est-ce qu'il m'apporte davantage de positifs que d'inconvénients, davantage de que d'inconvénients, et c'est en fonction de ça que je choisis si je vais l'utiliser ou pas. Et de vraiment prendre ce recul, de me dire, ok, comment je me sens quand j'utilise cet outil? Comment je me sens après? Combien de temps ça me prend? Combien d'énergie ça me prend? Quel impact ça a sur ma santé mentale? Quel impact ça a sur mes émotions? Quelle est la qualité de l'information qu'il y a dessus? Est-ce que ça me nourrit vraiment? Est-ce que ça m'apporte toujours ce que ça m'apportait quand je me suis inscrite à l'époque? Vous voyez? Donc de faire vraiment cette démarche de me demander ce rapport coût-bénéfice, même si c'est un terme qui fait un petit peu marketing, mais ce rapport coût-bénéfice pour moi-même, pour ma vie, etc. Et si un outil me coûte davantage que ce que ça me rapporte, même s'il y a des bons côtés, si les mauvais côtés ne valent pas le coup de continuer à bénéficier des bons côtés, et ben je vais couper complètement l'outil. Voilà, ça c'est ma philosophie globale. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que j'ai fait ce tri, une fois que j'ai fait cette sélection, les outils sur lesquels je choisis de rester, que je choisis de continuer à utiliser, eh bien je les adapte à mon usage à moi. Donc je reviens sur ces fameux bénéfices qui du coup, si j'ai gardé l'outil, sont plus importants que ce que ça coûte de maintenir l'outil. Mais je vais regarder quelle est la façon d'utiliser l'outil ou la façon de consommer l'information qui me permet de continuer à récolter ces bénéfices pour moi. Comment est-ce que j'adapte l'outil à mon besoin, à moi, plutôt que de suivre un petit peu, entre guillemets, sans réfléchir, l'usage que les plateformes veuillent que j'ai de leur outil, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est en termes de minimalisme numérique, version 2024, qui est l'année à laquelle j'enregistre ce contenu, ma philosophie globale, c'est donc celle-ci.
du tri, de la sélection et adapter les outils à mes besoins et mes usages à moi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, en tant qu'utilisatrice, donc en tant que personne qui vient consommer du contenu, qui vient consommer des posts de réseaux sociaux, qui vient consommer de l'information sur internet, des vidéos, des podcasts, tous ces trucs-là, qui vient utiliser des logiciels numériques, etc. etc. Alors déjà, la conséquence de cette fameuse philosophie globale dont je vous parlais, c'est que j'ai pratiquement tout viré. C'est-à-dire que déjà ça fait des années que je ne consulte plus les actualités. Si je veux me renseigner sur un sujet géopolitique, économique, écologique, social, etc., etc., je viens chercher de l'information proactivement auprès de sources que je juge fiables, mais les sites d'actu qui viennent pondre des trucs tous les jours sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde, etc., machin, ça fait des années que je n'en consulte plus, ni sur internet, ni sur les réseaux, ni à la télé. Parce que moi personnellement, ça me générait énormément de stress et d'anxiété pour des informations qui au final n'avaient pas d'intérêt particulier. Enfin là par exemple, vous voyez, il y a eu des élections en 2024, et ben je me suis renseignée sur les partis politiques, je me suis renseignée sur les programmes, pour faire un choix éclairé en tant que citoyenne pour aller voter. Je me suis pas laissée bombarder des espèces de news tous les jours, parce qu'en fait c'est un peu une machine ces trucs-là, comme il faut qu'ils créent de la news tous les jours, et puis comme c'est un système où ils sont rémunérés par les clics, parce qu'ils sont rémunérés par la publicité, et bien ils vont faire des titres toujours plus sensationnels, ils vont justement appuyer de plus en plus sur l'émotion, et puis on va passer notre temps à cliquer sur les trucs, et en fait je me suis rendu compte, là c'est un avis personnel et par rapport à mon usage personnel, ça va être à vous de juger pour vous-même, hein, mais je me suis rendu compte que moi personnellement, ça m'angoisse, ça me stresse, ça me fait peur, j'ai l'impression que ça fait appel à mon cerveau reptilien plutôt qu'à mon cerveau de réflexion, je trouve qu'il n'y a pas assez d'analyse, de sources, de profondeur à mon goût, c'est un peu de l'info poubelle quoi, pour moi, donc ça ne me convient pas du tout. Ça ne me convient pas du tout, donc j'utilise le système dont parlait Umberto Eco, qui malheureusement nous a quittés, qu'il appelait la discrimination de l'information, c'est-à-dire plutôt que de me laisser bombarder par la quantité, je suis extrêmement sélective sur ce que je consomme, extrêmement, aussi bien, là je parlais de sites de news, mais c'est pareil pour les podcasts, pour les vidéos, pour les magazines, même pour les livres de non-fiction, ce genre de choses-là. Je suis extrêmement sélective. Et je choisis des informations qui vont nourrir mon intellect, qui vont nourrir ma pensée, qui vont nourrir mon esprit critique, qui vont venir nourrir ma propre vision des choses et mes propres opinions quelque part. Et je ne vais pas me contenter des choses avec lesquelles je suis déjà d'accord, je vais aussi me confronter à des opinions autres pour former une pensée complexe en fait. Et donc je vais plutôt me tourner vers des contenus qui sont en profondeur, des contenus qui ont des sources, des contenus qui ont été traités de manière experte, professionnelle, où les personnes elles ont pris le temps de créer de la qualité, etc. etc. Et c'est moi qui vais chercher en fonction des informations dont j'ai besoin à un instant T, comme je vous expliquais dans le café du matin de la rentrée 2024, si vous l'avez consulté. C'est ce que j'ai fait, c'est la démarche que j'ai faite pour me renseigner sur la grossesse et la maternité. Je suis allée chercher proactivement de l'information de qualité. Voilà, donc ça c'est pour le côté consommation d'informations, etc. Côté réseaux sociaux, réseaux commerciaux, de toute façon, au fil des années, pareil, j'ai pratiquement tout viré. Je suis plus sur Twitter, X, machin. Je me suis pas foutue sur d'autres trucs qui ressemblent à Twitter X. J'utilise plus Pinterest, j'utilise plus Facebook, LinkedIn. LinkedIn, j'ai mis à jour mon profil quand j'ai quitté mon contrat dans le jeu vidéo, et puis de manière à ce que les infos soient à peu près à jour, mais franchement je me pointe jamais sur la plateforme, ça me gonfle LinkedIn. La seule plateforme sur laquelle je suis encore c'est Instagram, et donc on va y venir à ça. J'ai choisi cette plateforme là, je veux dire en tant qu'utilisatrice, hein, donc avec mon compte Floryteller, parce que je me suis rendu compte que de couper 100% des réseaux sociaux, ça me coupait d'un certain cercle social. Alors ça me coupe pas de mes proches,
puisque les gens qui me sont les plus proches, j'ai leur numéro de téléphone ou j'ai leur messagerie, on s'envoie des mails, comme on est proche, de toute façon on garde le contact, on n'a pas besoin des réseaux sociaux pour garder le contact. Mais en fait je me suis rendu compte que le fait de n'être présente sur aucun réseau, ça me coupait d'un cercle social un petit peu plus éloigné. Genre les cousins lointains, genre les anciens collègues, ou les anciens potes de fac, voilà, ou des gens que j'ai rencontrés par exemple dans le cadre de forums d'écriture ou dans le cadre de... voilà, vous voyez, plus un deuxième cercle social où c'est pas forcément des amis proches, mais c'est des gens qui ont croisé ma vie à une époque où la vie fait que notre vie n'est plus aussi proche qu'avant, soit parce que nous ne sommes plus collègues de travail, nous ne sommes plus à la fac ensemble, ou j'ai déménagé, nous n'habitons plus dans la même ville, voyez, ou même dans le même pays, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens au fil des années du monde entier en fait. Et je me suis rendu compte que parce que j'ai arrêté Instagram pendant 1 an, je sais plus quelle année c'était, je crois que c'était de septembre 2021 à septembre 2022, non de septembre 2022 à septembre 2023 peut-être, où j'ai complètement arrêté Instagram. Et à l'époque, c'était la community manager Camille qui s'occupait de celui de Café aux Étoiles. On va y venir dans la partie créatrice de contenu, artiste indépendante de ça. Cette année, à ne plus avoir le réseau du tout, je me suis rendu compte que donc ce deuxième cercle social de gens qui sont pas extrêmement proches, mais qui sont quand même des gens que j'ai connus et que j'ai appréciés, et ben j'étais plus du tout au courant en fait. Eux, ils avaient plus de moyens de me contacter, parce que c'est pas forcément le genre de relation où on va se téléphoner sur un numéro privé ou un truc comme ça, et où quelque part publier de temps en temps des news, réagir de temps en temps à leur publication, bah ça permet de garder quand même un lien, même si c'est un lien voilà, qui correspond au fait qu'on est dans un deuxième cercle social. Du coup, il me semble que c'était à la rentrée 2023, je crois que ça fait 1 an, que je suis revenue sur ce réseau-là en tant que Floryteller, mais sans... En fait, Floryteller, c'est devenu mon compte un peu personnel, sur lequel je suis donc mes différents cercles sociaux et parasociaux que j'ai créés au fil des années. J'ai choisi Instagram parce que c'est la plateforme sur laquelle tout le monde se trouve. Facebook, il y a beaucoup de gens un peu plus jeunes qui n'y sont plus. TikTok et compagnie, c'est pas ma génération, il n'y a personne que je connais qui est dessus. Donc Instagram, c'était vraiment le réseau sur lequel il y avait le plus de ces gens-là présents. Et j'ai choisi de garder cette plateforme, comme je vous disais, le bénéfice par rapport au coût, uniquement pour ce lien social en fait. Donc je poste des choses une fois de temps en temps, une fois tous les mois, tous les 2 mois, quelques nouvelles un petit peu importantes, mais je suis pas très active en tant que créatrice, je suis vraiment plutôt là en tant qu'utilisatrice et pour suivre justement mes proches, et pour pouvoir réagir à leurs publications quand ils en font. Et du coup, je vais uniquement sur... Je sais pas si c'est présent dans le monde entier, mais je sais qu'en Europe, vous avez un menu qui s'appelle Suivi. Si vous allez en haut à gauche, là où il y a marqué pour vous, si vous cliquez, il y a un autre menu qui s'appelle Suivi. Et en fait, si vous cliquez sur ce menu, vous n'avez accès que aux publications des gens que vous suivez. Donc tous les machins proposés par l'algorithme qu'on n'a pas demandé, là, ça disparaît du fil. Et il n'y a vraiment plus que les gens que vous suivez. Et du coup, c'est comme ça que j'utilise Instagram. Je vais sur ce truc-là, je regarde ce qu'ont publié les personnes que je suis, notamment donc mes différents cercles sociaux avec qui je souhaite rester en lien, et je prends le temps de mettre un petit like, de mettre parfois un petit commentaire. Si j'ai envie de contacter quelqu'un par message privé, ben je vais le faire. Et ça permet de garder un lien, aussi relâché soit-il, avec un certain cercle social. Voilà pour mon usage en tant qu'utilisatrice. Une dernière chose que je voulais dire par rapport aux réseaux sociaux et notamment à l'algorithme, c'est que pendant très longtemps en tant qu'utilisatrice, j'ai utilisé ce type de réseau, que ce soit Instagram, Pinterest notamment, comme source d'inspiration. C'était des plateformes sur lesquelles je suivais des artistes, des photographes, des gens qui faisaient des trucs un peu esthétiques, un petit peu sympas, et qui me servaient de source d'inspiration. Notamment, j'ai suivi beaucoup de comptes d'aquarelle quand je m'y suis mise en 2019. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que ce n'était plus une source d'inspiration fiable. Encore une fois, à cause des algorithmes. Je pense qu'il y a 2 raisons à ça.
Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que depuis la TikTokisation, entre parenthèses, entre guillemets, d'Instagram, c'est-à-dire que depuis que la plateforme TikTok, qui fait des vidéos courtes et flashy, et qui appuie sur l'attention, etc., machin, a explosé vers 2020, Instagram a intégré les réels, ou Reels, avec des vidéos courtes, a intégré ce fameux fil pour vous, avec un algorithme qui décide ce qu'on va voir et qui nous montre des gens qui sont absolument pas les gens auxquels on est abonné. Et en fait, j'ai remarqué que même chez les personnes certaines personnes que j'ai pu suivre par le passé, ou des personnes que j'ai pu découvrir avec l'algorithme, j'ai trouvé que la qualité des contenus ne correspondait plus à ce qui m'inspirait avant. Parce que moi, ce que j'aimais bien, c'était les photos. Et des photos de journal, de bullet journal, d'aquarelle, ou alors des photos un peu artistiques, des photographies artistiques, vous voyez. Et en fait, de plus en plus de personnes, de créateurs et créatrices de contenu, pour le coup, d'artistes, etc., ces gens-là qui m'inspirent, se sont mises à produire du contenu pour l'algorithme et plus pour leurs utilisateurs, en fait. Enfin, plus pour leurs abonnés. C'est-à-dire, ils se sont mis à faire des vidéos courtes, ils se sont mis à faire des mèmes, ils se sont mis à faire des trucs pour que l'algorithme repère leur compte. Sauf que moi, ça m'inspire pas du tout. Les espèces de blagues en vidéo, ça m'intéresse pas. Les mèmes, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, je serais encore sur 9gag. Moi, ce qui m'intéresse... Et même les vidéos de processus de peinture, ça peut être intéressant. Mais moi, ce qui m'inspire, c'est la photo. J'ai pas envie de passer 1 minute devant l'appareil, enfin devant mon téléphone, à attendre de voir le truc final quand elle a fini de le peindre, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Si je veux des processus de peinture, je vais sur YouTube et je regarde des vidéos de peinture d'aquarelle en détail pour comprendre comment la personne a fait, pour regarder un tuto en fait. Mais moi, les vidéos courtes, c'est pas un format qui m'inspire, c'est pas un format qui m'intéresse. Donc, eh ben, je me suis rendu compte que le contenu créé par les personnes est de moins en moins inspirant pour moi. Et notamment, je me rappelle d'une artiste, je me rappelle plus de son nom, puis le but c'est pas de la montrer du doigt, mais une artiste américaine, je crois qu'il m'avait été recommandé par une copine, qui faisait justement des vidéos courtes hyper intéressantes au premier abord, parce qu'elle montre un petit peu son art, elle montre ses différents trucs, et en même temps elle expliquait, par exemple, celui sur lequel j'étais tombée, elle expliquait pourquoi il y avait 3 semaines d'attente dans sa boutique en ce moment, parce qu'elle était toute seule pour tout gérer, etc. Et je trouvais ça intéressant moi-même en tant qu'artiste, de me dire tiens, ça c'est pas mal ce qu'elle fait. Je m'étais abonnée à son compte, et en fait je me suis très vite désabonnée. Parce qu'elle passe son temps à ne faire que des réels qui sont à destination de gens qui ne la connaissent pas encore, et où du coup elle réutilise tout le temps les mêmes clips, donc on voit tout le temps les mêmes œuvres, et puis avec des messages du genre oh, je suis juste une artiste qui essaye de se faire connaître. Donc c'est très intéressant quand on la connaît pas et qu'on la découvre pour la première fois, mais en fait quand on est abonné et que sur mon fil suivi j'ai une vidéo par jour qui montre les mêmes trucs, en fait ça m'a gonflé très très vite. Du coup je me suis désabonnée. Donc ça c'est un exemple de compte qui malheureusement s'est retrouvé à faire du contenu pour l'algorithme, pour être repéré par des nouvelles personnes, et qui du coup, en tout cas pour moi, n'est pas du tout un compte inspirant à suivre sur le long terme. Donc ça c'est une première chose que j'ai remarqué, c'est que l'impact de l'algorithme, on va dire, sur la qualité du contenu produit par rapport à ce que ça pouvait être il y a quelques années. La deuxième chose que j'ai constatée par rapport à l'algorithme et l'inspiration, c'est qu'en fait l'algorithme, c'est une formule mathématique, hein. Donc il voit ce que je regarde, ce que je suis, ce que je like, ce que je commente, etc. Ça lui fait un profil de quel est mon goût d'utilisatrice, et il vient me proposer des choses similaires. Le problème, c'est que ça m'enferme dans une bulle de trucs que je connais déjà, enfin, même si c'est des nouvelles personnes ou des nouvelles publications, ça m'enferme dans un genre, dans une bulle, dans un certain type de trucs, et ça empêche la découverte de choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et pour moi, en tant qu'artiste, l'inspiration, c'est aussi tomber sur un truc dont j'ai jamais entendu parler avant, qui va déclencher une idée, ou qui va venir relier 2 idées entre elles. Et en fait, cette c'est quoi ce mot déjà? Sérendipité, cette espèce de hasard en fait, de tomber sur quelque chose qui est complètement extérieur à notre imaginaire actuel, etc.,
Moi je trouve que c'est ça qui enrichit l'inspiration et qui enrichit la créativité. Et c'est pour ça que j'aime bien aller voir des expos, farfouiller dans des librairies, visiter des lieux que je connais pas, m'intéresser à des choses que je ne connais pas du tout. Parce qu'on peut tomber sur des trucs et ça peut faire une étincelle d'idées d'aquarelle, d'idées d'écriture, d'idées de poèmes, d'idées de choses comme ça. Et en fait, l'algorithme, il appauvrit les sources d'inspiration en me redonnant à moi-même ce que j'aime déjà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, pour ces deux raisons-là, je trouve qu'Instagram n'est plus du tout une source d'inspiration pour moi en tant qu'utilisatrice. La seule situation où j'utilise ce type d'algorithme, c'est justement quand je cherche quelque chose de similaire. Donc par exemple, il m'arrive d'utiliser l'algorithme de YouTube lorsque j'ai plus de vidéos à regarder chez les gens que je suis et que du coup je veux d'autres vidéos de bullet journal ou d'autres vidéos de lecture ou d'autres vlogs. Du coup l'algorithme il est utile puisqu'il me propose ce que je suis déjà et ce que j'aime déjà. Donc j'ai découvert des comptes sympas comme ça. Ou par exemple sur Goodreads, il y a un algorithme qui propose des lectures similaires en fonction de ce que j'ai lu et de ce que j'ai aimé. Donc lorsque je cherche spécifiquement des livres similaires à tel bouquin que j'ai adoré, là l'algorithme il a une utilité. Mais justement pour l'inspiration comme ça, non. Voilà, donc pour mon usage en tant qu'utilisatrice, j'utilise que Instagram. Et si on veut considérer YouTube comme un réseau social, j'utilise aussi YouTube. Mais c'est pareil, je vais sur la page abonnement, sauf justement quand j'ai plus rien à regarder. Et que là, je vais aller voir la page d'accueil. Mais sinon, 90% du temps, je vais sur la page des abonnements pour regarder les vidéos des personnes que j'ai déjà sélectionnées et auxquelles je suis déjà abonnée. Et enfin, en tant qu'utilisatrice, ce que je consomme le plus comme type de contenu, après, c'est des contenus longs et plus profonds. Donc des vidéos longues sur YouTube, des podcasts, des essais un petit peu longs sur des publications qui justement travaillent un contenu plus long, à l'écrit je veux dire, des livres, et éventuellement des MOOC, vous savez, des cours en ligne, voire des formations en ligne, quand j'ai un besoin spécifique d'aller en profondeur sur un sujet, et notamment d'acquérir des connaissances qui sont pas seulement théoriques, qui sont pas juste de l'information, mais où j'ai besoin de me former sur des trucs concrets. Là, je vais me tourner vers tout ce qui est MOOC et formation, qui sont en général payantes. Enfin, pour conclure cette émission autour du minimalisme numérique, en tant qu'artiste indépendante, comment est-ce que je fais? Puisque tous ces trucs, tous ces outils numériques, ces réseaux sociaux, etc., ces contenus, je ne fais pas que les consommer en tant qu'utilisatrice, j'en crée en tant qu'artiste indépendante, en tant que créatrice de contenu, en tant qu'entrepreneur qui tient une maison d'édition, une boutique, qui diffuse mon art, etc. Donc cette partie-là, après, c'est pertinent pour les personnes parmi vous qui êtes également concernées par la création de contenu, que ce soit en amateur ou en professionnel. Hein. Je pense que la réflexion elle est la même, quelle que soit la démarche. Donc en tant qu'artiste, entrepreneur, indépendante, tout ça, la philosophie globale est la même. Donc je sélectionne en fonction du rapport coût-bénéfice de chacun des outils, surtout sachant que je suis aujourd'hui seule, je n'ai plus Camille pour m'aider avec Instagram. Donc comme je suis seule à tout gérer, que c'est à moi de créer les contenus, c'est à moi de communiquer, mais c'est aussi dans le même temps que je crée mon art, c'est aussi dans le même temps qu'il y a ma vie personnelle et familiale, c'est aussi dans le même temps qu'il y a toute la compta, enfin bon, c'est moi qui fais tout en gros. Hein. Du coup, ma ressource la plus précieuse, au-delà du côté financier et revenus, etc. pour mon foyer, ma ressource la plus précieuse au quotidien en tant qu'artiste, c'est mon temps, mon énergie, mon inspiration, ma créativité. Mes ressources en fait en tant qu'être humain, si vous voulez. Du coup, c'est d'autant plus important en tant que créatrice de contenu de bien choisir sur quels canaux je souhaite créer du contenu, quel type de contenu je souhaite créer à la fois qui m'inspire moi et qui stimule ma créativité et qui vous apporte de la valeur, et sur quel type de plateforme je place mon énergie de manière à ce que mon activité se pérennise. Parce que si je m'épuise avec 50 000 canaux, que j'y passe tout mon temps et que ça ne sert à rien à cause des algorithmes et que du coup je suis obligée de fermer boutique et d'aller retrouver un boulot parce que j'ai pas d'argent,
c'est perdant-perdant à la fois pour vous, parce que du coup j'aurais plus le temps et les ressources de produire du contenu gratuit, à la fois pour mon art, parce que du coup mon art n'aura plus d'espace pour exister, et puis à la fois pour moi, parce que du coup je pourrais plus continuer à faire ce que j'aime par nécessité financière, vous voyez. Donc c'est d'autant plus important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, de ménager mon énergie et d'être extrêmement sélective sur ce que je fais. C'est pour ça que j'ai fait un choix de simplicité, c'est-à-dire qu'en termes de réseaux sociaux, je n'en ai qu'un, c'est Instagram. L'Instagram de Café aux Étoiles que Camille avait lancé en 2022 et qui a pu décoller un petit peu grâce à son expertise de community manager. Elle m'a aidée en 2022 et 2023 sur ce compte. Je l'ai repris en main en 2024. Et là, je le traite comme un outil professionnel, c'est-à-dire que je le mets à jour régulièrement, plus ou moins souvent dans la semaine en fonction des besoins de Café aux Étoiles et en fonction de mon temps. J'ai un calendrier éditorial, j'ai une ligne esthétique, on va dire, etc. Donc je le traite vraiment comme un outil professionnel. Et je réfléchis à des contenus qui peuvent être intéressants pour les gens qui me suivent sur cette plateforme. Je me demande que cherche une personne qui va s'intéresser à mon travail d'artiste, qui va s'intéresser à Café aux Étoiles, qui va s'intéresser du coup à la vie créative et sereine, etc. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Et je vais choisir le contenu que je produis en fonction de ça, je ne le crée pas en fonction de l'algorithme. Alors il m'arrive de faire des vidéos courtes, de faire des réels, parce que c'est un outil créatif et parce que j'ai envie de tester un petit peu des choses, et parce que même si moi personnellement je n'aime pas les vidéos courtes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, du coup je teste, etc. J'aborde ça avec un état d'esprit de créatrice, mais je n'écoute pas l'algorithme, c'est pour ça que je me dis pas « Ah, faut produire 3 réels par semaine, faut publier tous les jours, faut faire des stories tous les jours ». Je ne suis pas... En fait, le but de l'Instagram de Café aux Étoiles, c'est pas d'attirer une nouvelle audience avec l'algorithme, en fait. Parce que si je commence à mettre de là-dedans, l'algorithme il change d'avis, enfin tous les 15 jours il est mis à jour, et puis c'est plus les mêmes trucs qui marchent. Et je trouve que c'est une dépense de temps et d'énergie qui est considérable pour un retour qui est quasi nul, dans le sens où les publications au bout de 12 à 24 heures elles disparaissent dans l'éther. Comme il y a Instagram entre moi et mon audience, en moyenne sachez qu'il n'y a que entre 5 et 10% des personnes qui suivent le compte Café aux Étoiles, qui voient les publications de Café aux Étoiles. Donc c'est comme si vous téléphoniez à un ami et qu'en fait 90% du temps l'ami ne reçoit jamais votre coup de fil. Vous voyez? Donc c'est pas un réseau fiable en fait pour rentrer en lien avec la communauté, et je trouve pas que ce soit un réseau fiable pour acquérir de nouvelles personnes à moins d'investir dans de la publicité, honnêtement. Du coup, je suis quand même présente dessus d'un point de vue professionnel parce que je sais que c'est un réseau sur lequel est ma clientèle, de la même manière que c'est le réseau sur lequel sont mes cercles sociaux, parce que c'est un peu... voilà, c'est ma génération, c'est des personnes créatives, je pense que c'est pas pour rien que dans les deux cas c'est Instagram, vous voyez. Donc je me suis dit, je vais quand même être présente, parce que si une personne parmi vous qui me découvre se demande ce que je fais, et que son réflexe c'est d'aller voir un compte Instagram, il y en a un, et il y a des aperçus de mon art, il y a des aperçus de ma papeterie, il y a des poèmes, il y a des questions de journal, il y a des choses intéressantes à aller voir. Donc comme ça, je suis là. Si c'est un canal par lequel les personnes souhaitent me contacter, laisser des messages, laisser des petits likes, envoyer des messages privés, comme ça, je suis là et j'existe. Notamment pour d'éventuels partenariats avec d'autres créateurs et créatrices de contenu, avec des marques, type marque de papeterie, etc. Ça peut être intéressant d'être présent sur Instagram pour pouvoir co-créer des choses ensemble, parce que c'est quand même un réseau où ce genre de choses est possible, sachant que j'ai pas comme objectif de devenir entre guillemets influenceuse et de gagner de l'argent via de la collaboration de marque, c'est pas du tout ça l'objet, c'est juste qu'à un moment donné pour la visibilité, mettons que j'utilise tel carnet de telle marque, et je les tag sur Instagram, et peut-être qu'ils vont le partager en story, puis qu'il y a des gens qui vont me découvrir. C'est plus une question d'écosystème entre des abonnés de différents trucs qui ont les mêmes centres d'intérêt, et que ça peut être intéressant d'être présente
pour ça. Voilà, donc je le traite comme un outil professionnel, je me suis formée au moins un minimum à comprendre comment ça marche en tant que professionnel pour optimiser mes efforts dessus, pour pas justement m'épuiser à faire des tas de posts par semaine, à faire des tas de trucs qui vont pas avoir d'impact. Cela étant dit, j'ai aussi fait le choix que ce soit un canal tout à fait secondaire. C'est la cerise sur le gâteau. S'il y a des gens qui me découvrent parce que j'ai tagué telle marque de papeterie et qui me repartagent en story, ou parce que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés adore mon podcast et a partagé mon podcast en story, que ça fait venir du monde via Instagram, et ben c'est super, je suis super contente du lien humain que ça crée. Mais ça reste une cerise sur le gâteau. Et comme je vous disais, en tant qu'artiste, ben, j'ai beaucoup d'activités à faire. Et Instagram, et ben, c'est tout en bas de la liste de priorités. Je préfère favoriser le contenu long, comme ce que vous êtes en train de consulter présentement. Un contenu où j'ai le temps de déployer mes idées, où j'ai le temps de déployer de la nuance, où j'ai le temps de vous montrer mon style de vie serein et créatif de manière plus percutante et de manière plus profonde. Que des posts de réseaux sociaux qui restent très superficiels. Et même en termes de connexion avec vous, je préfère des canaux comme Discord qui permettent de discuter en direct déjà entre vous et avec moi quand je suis présente sur la plateforme. Je suis quand même assez présente, pas en ce moment parce que je suis en congé maternité, mais je suis quand même présente tous les jours sur Discord. Et je trouve que pour nourrir un esprit de communauté entre nous, c'est quand même vachement mieux qu'Instagram. Et d'un point de vue lien proche avec des personnes qui apprécient beaucoup mon travail, etc., je préfère la newsletter, puisque ça va directement dans votre boîte mail. Alors tout le monde n'ouvre pas tous les mails, évidemment. Moi la première en tant que destinataire de newsletter, je ne les ouvre pas toutes. Mais c'est pas comme Instagram qui fait exprès de masquer à 90% des gens les publications, quoi. Une newsletter, à partir du moment où vous vous êtes inscrit, vous avez consenti à faire partie de la liste, elle arrive dans votre boîte mail. Alors il peut arriver que ça tombe en spam, c'est le seul possible défaut d'une newsletter. Après, quand vous faites une newsletter qui est saine, où les gens ils s'inscrivent, qui consentent à s'inscrire, où il y a un contenu ressource qui arrive de manière régulière, la mienne c'est une fois par mois, avec de temps en temps des brèves où j'annonce des sorties, mais la lettre mensuelle c'est une fois par mois. C'est rare que ça tombe dans les spams parce que les gens ne viennent pas la reporter en spam en fait. Donc vous avez peut-être 99% des inscrits qui la reçoivent, on va dire. Parmi ces gens-là, il y en a peut-être la moitié qui vont ouvrir, 50% c'est toujours 40% de plus que les 10% qui voient Instagram, vous voyez. Et en plus de ça, la liste des emails, elle nous appartient, il n'y a pas un intermédiaire. J'ai changé d'ailleurs cet été de fournisseur je sais plus comment on appelle de logiciels qui envoient les newsletters pour moi, en gros. Hein. Voilà, donc en termes de minimalisme numérique en tant qu'artiste et créatrice de contenu, etc., il y a une vraie démarche un petit peu stratégique, quelque part, de mettre mon énergie dans les canaux qui vont vous apporter le plus de valeur. Donc un contenu qui pour moi mérite le plus d'être créé pour vous, vous voyez ce que je veux dire, et où je vais utiliser encore une fois les outils qui m'apportent le plus de bénéfices, puisque je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Donc en priorité les contenus longs. Pour le lien avec vous, la lettre mensuelle et Discord en gros. Et puis donc, comme vous l'aurez déduit, en tant que Café aux étoiles, je ne suis présente sur aucun autre canal. Enfin, j'ai une chaîne YouTube, si vous êtes en train de regarder cette discussion en vidéo, vous savez que j'ai une chaîne YouTube. Si vous m'écoutez en podcast, je vous dis que j'ai une chaîne YouTube. Mais je prends plus ça comme un canal de contenu que comme un réseau social à proprement parler. Et ensuite, il y a un compte Instagram, et c'est tout. Il n'y a pas de Twitter, de X, de Facebook, de TikTok, de machin. J'ai choisi de me simplifier la charge mentale et de ne pas être présente du tout sur ces canaux-là, en tant que créatrice de contenu. Et pour être honnête, je vais boucler les choses là-dessus, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de se reposer sur des algorithmes d'une société tierce pour sa source de business et sa source de revenus, si vous voulez. C'est-à-dire que
je comprends tout à fait hein, que c'est un outil qui permet de se faire connaître, etc. Mais moi, en tant que professionnelle, je me dis que c'est hyper dangereux de me reposer sur un canal qui n'est pas le mien. Je me rappelle à l'époque où j'avais encore une page Facebook, alors ça fait peut-être 8 ans, à l'époque où j'ai changé mon blog qui s'appelait à l'époque La Nif en l'air, et où je l'ai changé pour Floryteller, qui était mon super jeu de mots que personne comprend s'il parle pas anglais, qui était mon nom d'artiste en fait sur internet que j'avais choisi de prendre à l'époque. Ça doit être en 2016 ou 2017 que j'ai fait ce changement là. Et à l'époque j'avais encore une page Facebook et j'avais quand même quelques milliers d'abonnés dessus. Donc même si je suis toujours restée entre guillemets micro-influenceuse, machin, j'ai jamais eu des gros abonnés parce que ce que je fais c'est du contenu assez niche et puis moi j'ai pas forcément envie, en tant qu'introvertie, etc., j'ai pas forcément envie d'être suivie par des centaines de milliers de personnes. Mais en tout cas, la page à l'époque, j'avais quand même pas mal d'abonnés dessus, et quand j'avais voulu changer le nom de la page de La Nif en l'air vers Floryteller, bah Facebook avait dit non, figurez-vous. J'avais dû envoyer des messages et tout, menacer de quitter la plateforme en disant oui, moi qui comptais acheter de la pub, nanana. Et c'est quand j'ai commencé à parler d'argent, finalement ils ont autorisé le changement. Mais je me souviens de cette anecdote-là parce que c'est le jour où je me suis rendu compte en tant que professionnelle que les pages que vous avez sur les réseaux ne vous appartiennent pas en fait. L'algorithme peut changer du jour au lendemain et vous ne pouvez plus toucher les gens qui vous suivent. C'est-à-dire que vous pouvez travailler pendant des années à créer du contenu tous les jours, à vous agiter devant la caméra pour faire des vidéos courtes et pour nanana, pour avoir des abonnés derrière, hein, quand c'est une démarche professionnelle pour gagner de l'argent. Donc ça peut être parce qu'on vend son art, on vend des livres, on vend des formations, ou on a une boutique, on vend des choses artisanales, etc. Donc que certaines de ces personnes deviennent des clientes. Et ben on peut passer des années à bosser, à faire grandir une page, et du jour au lendemain, ben l'entreprise, pour X ou Y raison, en fait, les abonnés leur appartiennent à eux, appartient à Facebook, appartient à Instagram, appartient à YouTube. Les abonnés ne nous appartiennent pas, enfin ne appartiennent pas dans le sens où le lien avec les personnes, les informations des personnes pour venir leur donner l'information ne nous appartiennent pas en fait. Et qu'on peut très bien avoir travaillé pour rien. Et c'est pour ça que moi c'est depuis très longtemps comme ça, et c'est toujours le cas en 2024, je ne me repose pas sur une société tierce avec des algorithmes pour la santé de mon business en fait, et pour la santé de mon écosystème d'artistes et de ma communauté, etc., etc. C'est pour ça que je préfère des outils qui vont être en direct, comme la newsletter. C'est aussi le cas de Patreon. C'est-à-dire que Patreon, en plus, vous pouvez être membre gratuit maintenant. Et tous les mois, je publie un point du mois avec un fond d'écran que j'offre gratuitement, qui est disponible de manière publique. Vous n'êtes pas obligé de me soutenir financièrement pour avoir accès à cette publication-là. Et Patreon, c'est pareil, que vous donniez de l'argent ou pas dessus. C'est vrai que le but initial de Patreon, c'est quand même de soutenir financièrement la production de contenu gratuit et la production de mon art. Mais ça reste une plateforme, un petit peu comme un blog à l'époque en fait, où je peux publier des articles, des audios, des vidéos, des images, des coulisses, plein de choses. Il y a énormément de possibilités en termes de back-office pour publier des choses longues, en profondeur, etc., etc. Et toutes les personnes abonnées sont informées d'un nouvel article. Alors encore une fois, tout le monde ne va pas les lire, tout le monde ne va pas tout écouter, tout le monde ne va pas tout regarder, tout comme vous-même, vous ne regardez pas et vous n'écoutez pas forcément toutes les vidéos ou tous les podcasts que je produis, mais au moins, toutes les personnes qui sont inscrites sur Patreon sont tenues au courant, à moins de s'être désabonnées des informations par mail, ce qui est tout à fait légitime aussi. Mais en tout cas, ça arrive à tout le monde. Toutes les personnes abonnées, tous les membres Patreon savent que j'ai publié une nouvelle capsule bonus audio, que j'ai publié un nouveau vlog de lecture pour le club de lecture, que j'ai publié le point du mois, etc., etc. Donc, et on peut récupérer, je peux récupérer moi toutes les informations des membres, notamment l'adresse email avec laquelle vous vous inscrivez sur Patreon,
je peux la récupérer pour vous contacter. Notamment les personnes qui sont au palier avec la papeterie, bien évidemment que je récupère votre adresse postale pour vous envoyer du courrier, pour que vous puissiez recevoir les bénéfices pour lesquels vous avez souscrit. Donc tout ça se passe avec du consentement, bien évidemment, hein. Quand vous vous inscrivez, vous consentez à donner votre mail, à donner votre adresse postale si vous faites partie du palier où vous souhaitez recevoir de la papeterie par la poste. Mais du coup, je peux récupérer les informations, et c'est entre guillemets à moi que ça appartient. Et donc moi personnellement, en tant que professionnelle, en tant qu'artiste, en tant que personne qui travaille sur la visibilité de mon univers, de mon art, de ma maison d'édition, etc., je préfère privilégier en termes de temps, d'énergie, de qualité de contenu, de choses comme ça, ce type de plateforme-là où le lien que je crée avec vous, c'est un lien direct, sans intermédiaire ni algorithme, et où c'est vous qui choisissez en fait. C'est pas l'algorithme qui choisit pour vous ce que vous allez voir, c'est vous qui choisissez à quoi vous vous abonnez et quel contenu vous ouvrez. Et pour moi, c'est ça qui est important en fait. Que vous soyez informés et que le choix soit dans vos mains à vous et non pas dans les mains de l'algorithme. Voilà ce que j'avais à vous dire autour de tout ce qui est approche des outils numériques, etc., approche minimaliste, slow, etc., à jour du moment où je tourne ce contenu. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a fait réfléchir, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que je vais mettre un petit peu de temps à revenir auprès de tout le monde vu que je suis en congé maternité au moment où sort ce contenu. Mais sachez qu'à mon retour, je vais consulter les différents commentaires, différentes questions, les choses comme ça. Si je peux répondre en direct, je répondrai en direct. Si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, en général, comme ça a été le cas pour l'émission d'aujourd'hui, j'utilise les questions que vous me posez pour des contenus, pour pouvoir vous répondre dans un contenu qui apporte de la valeur à tout le monde. Mais voilà, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et hyper important de mettre de la conscience dessus, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant que créateur de contenu. C'est hyper important, je trouve, de mettre de l'intention dans tout ça et de pas se laisser porter par toutes ces plateformes et tous ces outils qui essayent de contrôler nos comportements quelque part. Voilà, je vous remercie d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Et à la prochaine!